Bienvenue à ce webinaire qui va porter sur le projet Cascade, phase 2, donc conséquences attendues survenant en contexte d'aggravation des déficits d'eau sévère au Québec. Donc, il y a des personnes dans la salle, il y a des personnes en ligne. Je vous rappelle les règles de bon fonctionnement, c'est-à-dire merci de couper vos micros. Et je vous indique aussi qu'il y aura une période de questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez envoyer tout au long de la présentation vos questions sur le chat. Je vous mentionne également qu'après ce webinaire qui se termine à 11 heures, il y aura un autre webinaire qui fera suite et qui portera sur les rivières atmosphériques en hiver et leur impact en hydrologie. Par contre, il faudra vous déconnecter de ce webinaire-là et utiliser un autre lien Zoom. Donc, je vais vous présenter les conférenciers qui ont réalisé ce projet. Ils sont trois. C'est notre trio euh, gagnant. Christelle Odette, qui est conseillère principale chez le groupe AGECO. Alors, je ne lirai pas l'ensemble des biographies pour ne pas passer la moitié du webinaire là-dessus, mais en 2024, Christelle a coordonné les travaux du groupe d'experts en adaptation au changement climatique. Il y a également Daniel Tart, qui est biologiste associé pour P2 Environnement, qui cumule 32 années d'expérience comme consultant en environnement, et Laurent Da Silva, qui est économiste et qui possède plus de 10 ans d'expérience en gestion des risques et opportunités liés au changement climatique. Donc, je vous passe la parole pour la présentation. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour nous, l'équipe de projet, d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet Cascade, donc les résultats de la phase 2. Comme Anne l'a dit, on va être trois en présentation, donc on va s'alterner un petit peu là, les différents moments. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui en 5 temps. Donc, d'abord, on va faire un petit retour sur les objectifs et la méthodologie de Cascade, à la fois phase 1 et phase 2, pour un peu là, amener à niveau ceux qui, d'entre vous, n'auraient peut-être pas vu, en fait, là, les résultats de Cascade 1, puis pour comprendre bien la suite logique qui nous a amené à faire le projet Cascade phase 2. Ensuite, on va regarder ensemble la méthodologie du projet, donc réalisation du projet. On passe ensuite en mode résultat. Donc, d'abord, on va vous présenter certaines conséquences de façon plus générale. Puis ensuite, on va aller davantage dans un des récits territoriaux qui a été rédigé dans le cadre du projet. Puis, on conclut notre séance ici avec un bilan et quelques leçons et des apprentissages de la démarche, de la méthodologie, puis aussi en lien avec les résultats du projet. Donc, d'abord, je reviens brièvement sur Cascade phase 1 pour comprendre un peu la suite logique. Donc, Cascade phase 1, c'est un projet qui a démarré en 2022. Puis, ça faisait suite, en fait, à l'épisode d'étiage de manque d'eau sévère qui avait eu lieu en 2020-2021. Et ça répondait, en fait, à un appel à projet qui avait été soumis par Ouranos. Donc, l'objectif de Cascade phase 1, c'était d'identifier les conséquences sur les écosystèmes et les usages anthropiques des épisodes de manque d'eau dans un contexte de changement climatique. Donc, les conséquences à la fois passées et futures. Puis, de quelle façon ça a été élaboré? En fait, une méthodologie qui était en 3 temps. Donc, une revue de la documentation, des consultations via un sondage, notamment qui avait été envoyé à des organismes de bassin versant, puis des entretiens ciblés. Puis ensuite, toute une méthodologie a été développée là, principalement par Laurent pour la projection en fait des conséquences futures à l'échelle des bassins versants. Puis, quelques faits saillants, en fait, de Cascade phase 1. D'abord, c'est qu'on constatait que les événements de manque d'eau étaient vraiment peu documentés, qu'il y avait à la fois des enjeux d'eau de surface et d'eau souterraine, puis que l'information au niveau local n'était pas vraiment disponible, en fait. Puis, on constatait aussi, là, avec les différentes recherches qui avaient été colligées, que les déficits en eau, en fait, s'aggraveront en durée, en ampleur et en sévérité lors des prochaines décennies. Donc, on regardait les conséquences sur les écosystèmes et les concentropiques. Je vais y aller ici très sommairement. Au niveau des écosystèmes, avec la revue de la documentation qui avait été faite, on constatait dans Cascade phase 1 une réduction de la qualité de l'eau, une modification de l'habitat du poisson, puis une dégradation des milieux humides, principalement. Pour les autres, je vous invite à aller voir Cascade phase 1 sur le site Web. Du côté des conséquences sur les usages anthropiques, la priorisation des conséquences a fait émerger
sept conséquences, en fait, dont l'incapacité à répondre aux besoins prioritaires à la fois par les municipalités et du côté des puits privés. Il pourrait y avoir aussi des arrêts de développement résidentiel, des risques d'avis d'ébullition et de non-consommation. Ça augmente aussi les coûts liés à l'irrigation pour le secteur agricole. Puis, on pourrait voir aussi une baisse du rendement dans le secteur agricole. Puis, une augmentation potentielle des tensions entre usagers de l'eau dans les bassins avec réservoir. Donc, ça fait un petit topo sur Cascade phase 1. Encore une fois, ce premier volet-là se voulait très général pour l'échelle du Québec méridional. Et donc, ce qui nous amène ici à Cascade phase 2, qui est appelée récits territoriaux. Donc ici, l'objectif de cette deuxième phase était vraiment de documenter la chaîne de conséquences, mais ici à une échelle beaucoup plus locale. Donc, sur 2 territoires qui ont été identifiés en collaboration avec Oranos notamment. Donc, ces 2 territoires sont la zone de gestion intégrée de l'eau par bassin versant de la rivière du Nord et celle de la rivière Nicolet. Et donc, à cet objectif principal se rattachaient également des objectifs secondaires. Donc, d'une part, de partager les résultats de la première phase aux participants, aux acteurs locaux qui allaient être impliqués dans la démarche de la phase 2. Ensuite, d'approfondir les conséquences sur les épisodes passés qui avaient eu lieu en lien avec les épisodes de manque d'eau sévère sur les 2 territoires à l'étude. De documenter les bénéfices et les limites de l'utilisation des trames narratives, puis d'ajuster les priorités de recherche qui avaient été identifiées dans un premier temps en phase 1. Donc, au cœur vraiment du projet Cascade, à la fois pour phase 1 et phase 2, ce sont les trames narratives, vraiment un concept avec lequel c'est vraiment Gabriel chez Oranos qui nous l'a amené là, dans le projet, puis en fait, il y a même eu une publication académique à cet effet il y a 1 an et demi environ qui est paru également. Donc, trame narrative, de quoi on parle? On parle en fait de vision du futur qu'on utilise comme outil de sensibilisation et de mobilisation des acteurs dans une démarche d'adaptation. Donc, ici, c'est important là, de distinguer une trame narrative versus un récit qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus exhaustif, si on veut. Donc, la trame narrative, ici, on simplifie quelques éléments d'information pour les rendre vraiment plus accessibles à différents intervenants afin de créer du sens. Et ensuite, les intervenants peuvent bâtir sur les trames narratives. C'est un peu comme ça qu'on a travaillé le projet. Puis que Laurent va pouvoir en dire plus sur comment on les a utilisés pour ensuite transformer les trames narratives en récits beaucoup plus complets. Donc, pourquoi utiliser les trames narratives? En fait, selon le GIEC, il y a différents avantages. Donc, ça permet d'informer l'évaluation des risques et la prise de décision. Ça aide également à la compréhension des événements climatiques à une échelle régionale. Puis ça aide aussi à communiquer plus clairement les incertitudes liées aux projections climatiques. Donc, ce que ça nous permet, c'est que ça rend très concret et tangible des perturbations climatiques à venir. Puis ça nous permet de faire des liens entre les scénarios climatiques qui sont plus traditionnels, les scénarios physiques, et leur impact concret sur le terrain. Puis ça nous permet d'entamer une réflexion collective dans une démarche d'adaptation, en plus de soutenir la prise de décision et rendre l'évolution du climat plus compréhensible. Et donc, Daniel, Laurent, je te passe la main. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue d'être là avec vous aujourd'hui. C'est ça, on va vous parler un peu comment on a fait ce travail-là. C'est un travail différent qu'on a l'habitude de faire. On n'est pas dans des grosses modélisations complexes, on est vraiment à la frontière, si on veut, d'une approche scientifique traditionnelle, mais combinée avec le savoir local. Donc, il faut garder ça en tête, on est un peu dans l'exploration. Si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, c'est vraiment, on défrichait, on va dire comme ça. Donc, Cascade 2, ça a été fait en 6 étapes. Christelle a mentionné tantôt brièvement, mais en fait, elle vous les a montrées. On a développé des infographies qui étaient développées à partir du projet Cascade 1, vraiment pour simplifier les résultats, pour les utiliser comme un pamphlet, si on veut, promotionnel pour Cascade 2 jusqu'à un certain point, puis pour mobiliser les acteurs locaux dans les 2 bassins versants dans lesquels on voulait travailler. La deuxième étape, on a fait un webinaire pour expliquer les règles du jeu, si on veut, de Cascade 2, comment est-ce qu'on allait immerger les participants dans un scénario de manque d'eau. C'est quoi leur implication en termes de niveau d'effort, de réflexion, de partage de connaissances et d'informations. Troisième étape,
On a eu des conversations one-on-one ou en groupe avec des acteurs spécifiques dans chacun des deux bassins versants. Je vais y revenir un peu plus en détail dans la prochaine slide. Donc, je m'arrête ici pour ça. On a ensuite, à partir d'une masse d'informations, que, encore une fois, je vais vous en parler un peu plus tard, là, construit nos fameuses trames narratives. Donc, c'est vraiment notre décor, nos costumes, la durée de la pièce qu'on va jouer. Tout était là pour faire interagir nos participants dans les ateliers qu'on a réalisés ensuite. Donc, on a tenu 2 ateliers, un par bassin versant, pour essayer de faire réagir nos acteurs de l'eau dans des événements spécifiques de manque d'eau. Donc, de manière, la manière la plus concrète et cohérente avec leurs mécanismes de gestion, les indicateurs avec lesquels ils travaillent habituellement. Donc, vous allez voir le résultat de tout ça. Et ça nous a mené à construire des récits territoriaux. Donc, on va dire notre histoire finale de l'événement de manque d'eau qui comprend notamment les conséquences du contexte socio-économique et hydroclimatique. Donc, je vais aller plus loin dans certaines de ces étapes-là. La première que je vous ai mentionnée, c'est les entretiens, les groupes de discussion. On en avait déjà fait dans phase 1, mais dans la phase 2, étant donné qu'on zoomait sur 2 territoires, on voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans les événements passés pour ces 2 bassins versants-là. Donc, en parlant avec des acteurs municipaux, du monde agricole, institutionnel, industriel, on essayait de retracer dans leur propre historique s'ils avaient vécu des événements de manque d'eau, puis c'était quoi les conséquences sur leurs activités. Donc, vous pouvez voir dans les 2 tableaux de droite, en fait, les intervenants dans les 2 bassins versants. À gauche, c'est le bassin versant de la Rivière-du-Nord et à droite, le bassin versant de la Rivière-Nicolet. Donc, on avait beaucoup d'acteurs municipaux, évidemment, sont toujours très mobilisés. Mais on avait aussi quand même quelques acteurs industriels, notamment Naya, Cascade, qui est présent dans les 2 bassins versants. On avait aussi la santé publique, donc le CIS des Laurentides, l'INSPQ qui était impliqué aussi du côté de Nicolet. Évidemment, les gens des OBV ont été des acteurs là, vraiment importants. L'Association de protection de l'environnement du Lac-Raymond et de la Rivière-du-Nord, qui a été quand même un participant vraiment important aussi du côté de la Rivière-du-Nord. Le secteur agricole était représenté, et puis l'Association de canot-kayak. Donc, c'est tous des gens qu'on a parlé sur les événements passés. On a essayé de creuser plus loin que qu'est-ce qu'on avait pu faire dans Cascade 1, puis essayer de comprendre là, comment est-ce que les acteurs de l'eau sont impactés dans les événements passés, en particulier en 2021, où ça a été sévère dans les 2 bassins versants. Donc, comme vous pouvez voir, on avait une diversité d'usagers qui reflétaient les principales activités sur le territoire. C'était des acteurs qui connaissaient vraiment très bien leur territoire, qui étaient impliqués dans des décisions d'utilisation de l'eau, évidemment. On a aussi utilisé cette opportunité-là pour tranquillement, pas vite, les faire réfléchir sur l'avenir. Donc, c'est-à-dire, on les mettait pas dans notre trame narrative, mais on leur disait, disons 2021, supposons que ça dure 2 fois plus longtemps. Est-ce que tu aurais vécu plus de conséquences? Comment ça se serait manifesté chez vous? Est-ce que tu as des mécanismes de gestion pour gérer ce type d'événement-là? Juste pour commencer à gratter un petit peu, puis construire, nous, l'atelier dans lequel on voulait les faire interagir. Nos fameuses trames narratives. Donc, je le mentionnais tantôt, c'est vraiment notre décor, nos costumes, nos acteurs qui vont être impliqués dans notre événement de manque d'eau. Donc, on les a construits avec une masse d'informations qui venaient notamment de Cascade Phase 1, où Gabriel avait généré comme une masse d'informations hydroclimatiques sur des événements spécifiques qu'on a utilisés. Mais on les a régionalisés pour les 2 bassins versants sur lesquels on travaillait, évidemment. Donc, on a développé, par exemple, l'information sur des débits moyens estivales ou minimum, ou c'est-à-dire le débit sur 7 jours minimum, par exemple. Donc, vraiment de l'information localisée. Aussi au niveau socio-économique. Donc, comment est-ce que les prélèvements, par exemple, vont évoluer dans le bassin versant, puis surtout, à quoi ils vont ressembler pendant notre événement. Donc, on sait qu'il va faire beaucoup plus chaud, plus d'évapotranspiration, les besoins agricoles sont en augmentation. On voulait capturer à la fois la disponibilité de l'eau, mais aussi l'augmentation de la demande dans notre événement. On a analysé finalement les informations de nos entretiens puis nos groupes de discussion. Et puis, on a refait une espèce de revue documentaire de la documentation spécifique aux 2 bassins versants pour s'assurer qu'on ne manquait rien, si on veut, en termes d'événements passés surtout. Donc, ça nous a généré nos fameuses trames narratives qui décrivent essentiellement le contexte climatique, hydroclimatique, socio-économique, puis qui commencent à
raconter un petit peu l'histoire au niveau des conséquences. Donc, dans le contexte climatique qu'on va vivre ensemble, à quoi on doit s'attendre selon ce qu'on a pu documenter dans Cascade 1 notamment, puis des échanges qu'on a eu avec les acteurs locaux. Ça ressemble à quoi? Ce que vous voyez ici, c'est un exemple un peu de fiche résumée qu'on a partagé avec les acteurs locaux. Leur point de référence historique, c'était 2021, c'était l'événement le plus sévère qu'ils ont vécu. Donc, on mettait toujours en perspective différents indicateurs qui étaient pertinents pour eux. Par exemple, la population. Donc, dans le bassin versant, dans notre événement, on avait une population tout en augmentation de plus ou moins 100 000 personnes. Des prélèvements qui étaient en augmentation de 17 par rapport à l'événement de 2021, des débits moyens qui étaient 40 inférieurs, etc., etc. Donc, ça, c'est le genre d'informations qu'on partageait avec les acteurs. Et tout ça nous a mené à nos ateliers. Et donc, c'est ici que je vous demande de vous fermer les yeux. Vraiment, on voulait les immerger dans la situation. Donc, on a carrément bâti la trame narrative de manière très imagée. Je vais vous lire un petit passage là, juste de la mise en situation. Nous sommes dans le futur, dans une terre qui s'est réchauffée de 3 degrés depuis l'ère pré-industrielle. L'accord de Paris n'a pas été respecté. Cet été, le bassin de la rivière Nicolet connaît une crise hydrique d'une ampleur inédite. Après un hiver et un printemps sans recharge efficace, la région enchaîne les vagues de chaleur. En effet, la région connaît plus de 30 jours au-dessus de 30 degrés. Dès la fin juillet, le niveau de la rivière Nicolet et de ses affluents chute dangereusement. En aval du barrage Baudet à Victoriaville, le débit moyen de la rivière Bulstrode en août s'établit à 0,37 m3/s, avec des minimums à 0,043 m3/s, bien en dessous du seuil de viabilité des milieux aquatiques et la moitié moins que le débit minimal enregistré en 2021. Donc ça, c'était juste le début. On les a amenés mois par mois avec des indicateurs qui étaient pertinents pour eux. Là, c'est extrêmement petit, je m'en excuse, mais par exemple, la date du dernier gel pour le mois de mai. Donc ça, c'était plus au niveau des agriculteurs. Les températures, évidemment. On parlait des précipitations dans chacun des mois. Ce que vous voyez aussi à l'écran, les petits points avec les chiffres sur la carte, c'est les débits qui ont été enregistrés à chacune des stations sur le territoire. Et donc, on les faisait progresser dans cet été-là très sec et très chaud. Et donc, à partir de cette mise en situation-là, on a essentiellement fait 3 activités dans le cadre de l'atelier. La première, c'est les faire réagir sur le contexte, mais aussi les conséquences qu'on a commencé à leur raconter. Donc, est-ce que les conséquences font du sens? Est-ce qu'ils vous semblent réalistes? Ça a été quand même un des résultats, c'est que les conséquences qu'on leur partageait étaient tout à fait crédibles. Donc, il n'y avait rien qui était surprenant pour eux, puis c'était des conséquences auxquelles ils pouvaient s'attendre dans le contexte qu'on vivait dans la mise en situation. La deuxième activité, puis c'est là l'essentiel du projet, là, donc qui s'appelle Cascade. L'idée, c'est qu'on voulait essayer de suivre le courant, puis vraiment de voir, bien, si on a des coupures, par exemple, au niveau de l'approvisionnement municipal, mais qu'est-ce que ça va générer comme conséquence en cascade sur la santé, sur la cohésion sociale ou sur d'autres paramètres. Donc, on a passé en fait 90 minutes à essayer de creuser ces éléments-là avec différents acteurs qu'on faisait interagir. On partait d'une conséquence, puis on disait, OK, bien, toi, en santé publique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis ensuite, quelqu'un d'autre pouvait dire, moi, au niveau agricole, ça pourrait avoir telle implication, ainsi de suite, pour essayer de vraiment bâtir cette connaissance-là à partir d'un événement concret. Puis la troisième activité qu'on a fait, donc, c'est un espèce de post-mortem. On avait séparé les équipes en 2, où il y avait, dans une situation, on avait réussi à bien gérer l'événement. Il n'y avait pas eu de mortalité. On avait réussi à, grosso modo, répondre aux besoins en eau de tout le monde. Puis on avait bien géré, si on veut, l'état d'urgence. C'était quoi les facteurs de succès, en fait, qui avaient permis ça? Et de l'autre côté, c'était l'inverse. On l'avait échappé de manière vraiment majeure. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu bien gérer la crise? C'est parce qu'on n'avait pas de plan de mesure d'urgence? On ne savait pas qui était responsable de prendre les décisions, etc. Donc, on creusait un peu tranquillement, peu vite, on allait un peu vers l'adaptation. Quels sont les mécanismes ou les outils qu'on a besoin pour gérer ce type d'événement-là? Je m'arrête ici. Donc, en fait, à partir des ateliers, c'est ça, on a généralisé les conséquences, puis c'est Christelle qui va nous en parler un peu plus. La transition était douteuse.
Merci, Laurent. Là, c'est toujours, c'est pas simple de faire les petites transitions, mais en même temps, pour un projet aussi costaud, là, vous comprendrez que ça aide aussi d'avoir quand même une variété de présentateurs. Donc, je reviens pour la portion généralisation des conséquences. Laurent l'a mentionné, l'atelier d'approfondissement des conséquences était subdivisé, lui, en différents secteurs. Donc, on avait un volet approvisionnement en eau, un volet conséquences sur les écosystèmes, un autre sur le volet récréo-touristique, production agricole, puis secteur plus industriel, commercial. Et donc, ça nous a permis, en fait, de toute l'information qu'on a colligée, à la fois dans les entretiens, via Cascade Phase 1 et dans les ateliers, nous a permis de faire une certaine généralisation des conséquences pour un épisode qui pourrait se passer. Puis évidemment, ici, on est dans le très hypothétique quand même. Là. Donc, puis il faut aussi se mettre en tête que le projet visait à identifier une chaîne de conséquences, un peu le worst case scenario. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire pour essayer d'avoir le plus de conséquences probables ou en fait possibles, puis travailler à partir de ça. Donc, il y a peut-être des éléments qui vont vous surprendre, qui vont dire ah ouais, c'est un peu, on pousse un peu, ben c'était voulu, c'était ça l'exercice. Donc, avant de vous présenter les généralisations des cascades de conséquences, si on veut, par sous-secteur, je voulais un petit peu revenir juste sur des contributions de la nature, sur les services écosystémiques, en fait, parce qu'on a tenté un peu de lier de façon qualitative des conséquences sur les écosystèmes et comment elles sont ensuite liées à des conséquences sur nos usages et même des conséquences sur la santé. Donc, on part ici du principe, en fait, que lors d'un épisode d'étiage sévère qui occasionne des manques d'eau, on a deux contributions ici de la nature, de services de régulation qui sont vraiment touchés directement, soit le service de distribution quantitative, spatiale et temporelle, on parle ici de la quantité d'eau, puis le service de régulation de la qualité de l'eau. Donc ici, là, il y a les petits numéros, là, ils sont numérotés là, dans les travaux de l'EBES, donc le R6 et le R7, pas très important la numérotation, mais bref, service de quantité et de qualité de l'eau. Et ensuite, une fois que ces deux services écosystémiques-là sont affectés, ça fait en sorte qu'on a des conséquences sur les usages, mais aussi sur d'autres services écosystémiques. Donc ça, je vais revenir. Puis, donc, des conséquences sur les usages, la boîte, la deuxième boîte, en fait, donc ça peut être au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation, des matériaux, etc. Je vais y revenir aussi. Puis, ça peut aussi avoir des conséquences sur les services culturels et spirituels liés aux écosystèmes. Donc, en particulier ici, la connexion qu'on fait ici, c'est notamment au niveau du secteur récréo-touristique, par exemple. Donc, si on prend d'abord le volet écosystème. Donc, on a un épisode durant lequel on a un faible débit des cours d'eau, une baisse probable des nappes phréatiques, combiné avec une détérioration de la qualité de l'eau. Donc, c'est vraiment les deux ensemble. Baisse de la quantité, baisse de la qualité. Une baisse de la qualité qui se traduit notamment par une augmentation de la température de l'eau, une réduction de l'oxygène, puis une hausse de la concentration des polluants. Donc, ça mis ensemble, qu'est-ce que ça veut dire pour les écosystèmes? Et donc là, ici, c'est qualitatif, c'est basé principalement sur la littérature parce que ce n'était pas nécessairement possible dans le cadre de phase 2 d'aller au niveau très, très, très local. Donc, ce qu'on s'est rendu compte très rapidement, en fait, c'est qu'il y avait vraiment une faible disponibilité, en fait, une indisponibilité des données locales. Et donc, ici, c'est vraiment à titre indicatif à partir de l'information principalement tirée de la revue de la littérature, mais on a quand même tenté de classer certaines conséquences selon une sévérité et une durée d'un épisode futur. Donc, parmi ces conséquences-là, je vous les nomme d'abord. Donc, développement de cyanobactéries, dégradation de l'habitat du poisson, assèchement et disparition des frayères pour plusieurs espèces de poissons, dégradation des milieux humides, prolifération des espèces exotiques envahissantes, une baisse de la diversité de la végétation indigène, puis une érosion accrue des berges. Donc c'est l'ensemble de ces conséquences-là. Si elles vous intéressent, je vous invite vraiment à aller voir Cascade phase 1. Elles sont vraiment présentées très en détail dans ce premier rapport. Mais l'élément sur lequel je voulais attirer votre attention ici, c'est notamment, vous voyez en petite parenthèse, on a mis en parenthèse les services écosystémiques qui seraient fort probablement affectés par cette conséquence-là. Juste pour vous montrer que
l'étiage, en fait, peut vraiment donner lieu à une espèce de cercle vicieux de conséquences sur les écosystèmes qui peut vraiment s'aggraver rapidement, là. Donc, si on prend l'exemple ici là, de l'assèchement et disparition des frayères, donc on voit R1, R10 et A2. Donc, l'assèchement et disparition des frayères, ben, ça affecte la création et l'entretien des habitats. Ça affecte également la régulation des organismes et les processus biologiques nuisibles. Donc, pour l'ensemble des conséquences ici de l'étiage, du manque d'eau sur les écosystèmes, on a tenté d'identifier quels services écosystémiques risquent également d'être affectés par cette conséquence-là. Donc, on voit ici que ça devient vite très complexe. Et ça conclut ici le volet plus écosystémique. Ensuite, pour le volet approvisionnement municipaux et puis privés, on a repris un peu la même logique. Donc, on part ici d'un événement dans lequel la quantité d'eau, les services de quantité d'eau et de qualité de l'eau sont vraiment restreints. Puis, ce qui ressort, en fait, c'est que d'abord, au niveau de l'approvisionnement en eau, on a très régulièrement, puis c'est en fait déjà le cas dans les épisodes qu'on constate dès aujourd'hui, des restrictions d'usage pour les usages non essentiels. Donc, on parle ici de l'arrosage, des remplissages de piscine, notamment. Puis, qui dit détérioration de la qualité de l'eau, dit aussi hausse des coûts de traitement de l'eau en parallèle à ça. Ce que phase 2, ce que les travaux qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là, de la deuxième portion du projet, nous ont permis de réaliser, c'est la deuxième ligne, en fait, là, notamment, qu'on n'avait pas identifiée dans phase 1. C'est-à-dire, en fait, pas tout à fait, parce que avis d'ébullition, ça avait été identifié, mais le volet de possible baisse de pression, ça, c'est ressorti dans phase 2. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est étant donné une quantité d'eau qui rentre à l'usine de traitement qui est beaucoup plus, dont le débit est beaucoup plus faible, la municipalité peut être peut être contrainte de baisser la pression dans le système et ces baisses de pression-là, en fait, elles doivent être accompagnées d'avis d'ébullition préventif. Donc, c'est automatique, en fait. Et donc, du côté des puits privés, il pourrait y avoir assèchement de certains puits. C'est déjà des conséquences qui sont documentées dans certaines régions du Québec lors des épisodes qu'on a eus en 2020, 2021, puis 2025. Donc, c'est fort probable que dans un épisode futur, ça se reproduise. Ensuite, en complément à manque de quantité dans les puits, il peut également avoir une dégradation de la qualité de l'eau dans les puits. Donc, ça aussi, c'est un élément qui a été documenté en lien avec des épisodes de sécheresse passés, mais ça pourrait également se produire ici. Puis, on pourrait aussi devoir en venir à des restrictions d'usage pour certaines industries, certains commerces. Ce n'est pas une conséquence qu'on a vue jusqu'à maintenant dans l'épisode passé, même en 2025, mais ce qui est dans un épisode d'une sévérité comme ceux qu'on étudiait ici, en climat plus 3, ça pourrait être fort probable, en fait. Donc, ensuite, ça m'amène ici aux conséquences, en fait, plus en lien avec la santé des populations. Donc, ce qu'on a fait ici, on reprend, en fait, les éléments que je vous ai déjà présentés. Donc, baisse de la quantité, baisse de la qualité de l'eau. Approvisionnement municipaux, on aurait des baisses de pression combinées à des avis d'ébullition. Juste ces deux volets-là ensemble, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la santé des populations? Mais ça voudrait dire que les hôpitaux, par exemple, les RPA, les CHSLD, les écoles, les garderies devraient être en mode d'achat d'eau massif. Puis, il pourrait également y avoir des ralentissements importants, même des fermetures de plusieurs services hospitaliers. Donc, on parle par exemple de services de prise de sang, des opérations, des soins d'hygiène, les cuisines. Donc, vite, ça devient problématique dans le cas où est-ce que les hôpitaux sont affectés notamment. Ensuite, le volet baisse de pression, ça a illustré qu'on pourrait avoir des difficultés d'approvisionnement des édifices qui sont à plusieurs étages, en fait. Donc là, ici, on n'a pas fait des recherches approfondies au niveau de l'ingénierie, mais ça a été identifié comme un élément vraiment qui doit être quand même analysé, étudié, parce que ça pourrait contraindre l'approvisionnement des édifices à plusieurs étages. Donc, tout ça combiné ensemble, ça fait en sorte que dans un épisode d'une sévérité comme celle qu'on étudie, c'est certain qu'on verrait une hausse de la morbidité. Donc, c'est-à-dire du nombre de personnes qui tomberaient malades dans un épisode comme ça, puis fort probablement une hausse des mortalités aussi. Et donc là, ma dernière diapo, c'est un peu chargé, mais ce que je vous ai présenté dans les précédentes diapos, c'est ce qui se retrouve dans le haut de la diapo ici. Donc, les conséquences sur les approvisionnements municipaux, les conséquences sur la santé des populations.
Mais tout ça mis ensemble, ça peut avoir des effets quand même importants au niveau de la cohésion sociale sur un territoire. Donc, qu'est-ce qui pourrait être affecté notamment au niveau de cette cohésion-là? On parle par exemple d'un non-respect des restrictions d'usage par une proportion qui pourrait être non négligeable de la population. On pourrait avoir aussi, en lien avec ça, un certain mécontentement de la population. C'est dans le cas où est-ce qu'on aurait une mauvaise gestion de l'épisode. Par exemple, s'il y a eu certaines contaminations, il y a eu des décès, et là, il y a une grogne vraiment qui pourrait monter dans la population, puis on le voit, ça peut escalader très vite sur les réseaux sociaux notamment. En lien avec ça, il pourrait y avoir de la désinformation qui est partagée, notamment sur les canaux informatiques, les réseaux. Donc, une désinformation, par exemple, qui pourrait être en lien avec la confusion sur quelles mesures à respecter. On pourrait voir également une tension entre usagers, donc effritement de la cohésion sociale dit aussi la tension est plus palpable et donc notamment une tension ici là, pour les territoires où est-ce qu'on a des barrages privés. Plus en amont d'un cours d'eau, on pourrait avoir des tensions avec les propriétaires de ces barrages-là pour que l'eau puisse être davantage écoulée en aval du cours d'eau. Et finalement, on peut aussi voir, par exemple, un certain détournement de la ressource en eau qui reste disponible à des fins individuelles. Donc, c'est quelques exemples de conséquences qu'on a poussées un petit peu plus ici sur le volet cohésion sociale. Donc, voilà pour la généralisation des conséquences. Ce qu'on voulait faire avec ce projet-là, c'est non seulement les avoir, c'est vraiment utile de les avoir, mais de les incarner dans un récit ensuite. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire pour un territoire? Comment ces conséquences-là vraiment sont incarnées par des personnes, par des organisations? Donc, ça nous amène au quatrième volet. Daniel reprend la parole. Bonjour tout le monde, les gens en ligne également. Donc, c'est ça, comme il y a plusieurs des éléments que je vais vous présenter qui ont déjà été amenés par Christelle. Ici, on avait une fiche par chacun des territoires. Ceux qui veulent voir le détail, on sait que c'est un peu flou, puis on ne passera pas toutes les informations, mais donc à la fois pour Nicolet et la Rivière-du-Nord, on peut retrouver ça. Je veux quand même vous parler un peu de celle qui est du côté gauche. C'est notre rivière. La rivière qui nous intéresse, la rivière du Nord, fait environ 172 km. Elle débute à Sainte-Agathe-des-Monts et elle se jette dans la rivière des Outaouais. Il y a 5 municipalités qui sont concernées par notre étude. Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur et puis La Chute. Grosso modo, comment est-ce que l'occupation du territoire se trouve? C'est qu'on a 62 en forêt. On a une quinzaine de pourcentage en milieu humide et hydrique, puis ex aequo, on a 11 d'agricole et puis de milieu anthropique. Les faits saillants. L'écosystème est sous pression. L'eau se fait rare, la qualité de l'eau se détériore. L'approvisionnement municipal est compromis à Saint-Jérôme. Il y a des enjeux majeurs pour l'hôpital de Saint-Jérôme et ses patients. Les barrages privés sont source de tension. Ça, tantôt, on en a parlé, mais vous comprenez, cette rivière-là, il y a un certain nombre de barrages. Alors, ceux qui sont en aval du barrage, j'aimerais bien que les gestionnaires des barrages en amont ouvrent les vannes pour qu'il y ait un peu plus d'eau pour leurs besoins à eux, pour les écosystèmes, pour tout ce que ça peut emmener comme soulagement des pressions. Et il y a la fameuse effritement de la cohésion sociale. Au niveau de l'écologie, eh bien, c'est ça, c'est une baisse du succès de reproducteur pour la fraie des poissons. Donc, parce que les poissons, dans certains cas, ils pourraient arriver à frayer, mais les œufs ne peuvent pas se rendre à terme. Une autre conséquence qu'on n'a pas nommée rapidement, c'est que, disons qu'ils arrivent à frayer, par contre, s'il n'y a pas assez d'eau, les alevins vont mourir. Ils ne pourront pas se déplacer, ils ne pourront pas s'alimenter. Capacité de dilution de la rivière. Hein, vous le savez, nos rivières accumulent des déchets. S'il y a moins d'eau, ça fait une concentration de déchets, ce qui amène, entre autres, comme conséquence qu'il y a un plus grand nombre de poissons qui vont mourir en poissons et organismes aquatiques. On parle de poissons, mais on peut extrapoler ça à tous les autres organismes qui vivent dans nos cours d'eau. Ils vont mourir ou vont être en mauvaise santé. En plus des polluants qui se concentrent, la température est trop élevée pour plusieurs espèces. Le taux d'oxygène est trop bas, puis les cyanobactéries se développent, les fameux bloom d'algues se développent à grande vitesse. Et puis, comme les poissons sont captifs, vous voyez, dans les plans d'eau, on a des fosses qui, l'été, quand ça va bien, c'est des zones de fraîcheur.
mais ça devient des trappes. C'est des endroits de survie pour eux autres, mais c'est également des trappes parce que là, c'est des endroits où les prédateurs comme les hérons, les loutres et autres espèces peuvent aller facilement chasser, puis ces espèces, les poissons sont là, sont captifs, ils ne peuvent pas s'en échapper. Au niveau de l'approvisionnement municipal, bien, la prise d'eau dans la rivière commence à s'exonder. On craint le pire. Une concentration d'azote ammoniacal menace carrément la distribution d'eau potable partout sur le territoire. Il y a plusieurs municipalités qui font face à une quantité d'eau brute médiocre et des puits qui se tarissent. Les efforts de coordination entre les municipalités s'accentuent. Alors, on anticipe qu'il y a différentes mesures qui seraient prises. Donc, une baisse de pression dans les réseaux afin de réduire la quantité d'eau consommée, un avis d'ébullition généralisé, puis une priorisation de certains usages ou de certains quartiers où les services essentiels se trouvent. Au niveau des puits, on peut facilement comprendre que les municipalités vont recevoir des appels parce que ceux qui ont des puits n'ont plus cette eau-là, alors ils ont besoin d'eau. Et puis, les autorités régionales tentent du mieux possible de coordonner leurs efforts afin de fournir quelques gallons de plus aux citoyens dont les prix sont assez. Au niveau de l'hôpital, la baisse de pression dans le réseau restreint sévèrement l'approvisionnement en eau des étages supérieurs parce que s'il manque d'eau, vous le comprenez, ça va bien pour le rez-de-chaussée, mais la pression n'est pas là pour emmener dans les étages supérieurs. Les patients doivent être transférés au premier étage, donc un engorgement là. Sans eau pour tirer la chasse d'eau, eh bien, on se retrouve avec un enjeu sanitaire majeur. Les bactéries s'accumulent et puis des maladies de type gastro-entérite peuvent se développer. L'hôpital s'approvisionne par camion-citerne pour les besoins essentiels, mais de nombreux reports de services hospitaliers dont les chirurgies ne peuvent être évitées. Puis, ensemble, ces conséquences-là occasionnent des décès prématurés sur la population des Laurentides. Au niveau de la cohésion sociale, inévitablement, il y a des décisions que les autorités vont prendre qui vont être contradictoires et injustes, en tout cas, du moins, la perception des citoyens. Donc, les spotters de Sainte-Agathe et tout ça se ferait aisément aller, on peut s'imaginer. Il y a certains quartiers qui voient leur approvisionnement en eau interrompu à différents moments de la journée, alors que l'établissement de détention de Saint-Jérôme, la prison, serait encore desservi. Et ça, c'est un des éléments qu'on a eu quand on a eu notre groupe de discussion, ça a leur sorti. Il y a quelqu'un qui avait nommé ça. La population, donc l'élément suivant, c'est que la population pourrait ne pas comprendre pourquoi des criminels puissent avoir l'accès à l'eau, mais pas eux. La sécurité civile rappelle que les populations vulnérables, les hôpitaux, les garderies et les écoles passent avant le secteur résidentiel. Et puis la grogne continue de monter et les réseaux sociaux s'enflamment. Ce qui est intéressant dans ça, c'est au niveau du post-mortem, comment on peut réagir à ça. Donc, le ministère de la Sécurité publique organisera un post-mortem. Les acteurs du milieu qui s'entendent à des ajustements à apporter dans les mesures à mettre de l'avant lorsqu'un épisode similaire va se reproduire. Les municipalités mettent à jour leur plan de mesures d'urgence afin d'intégrer des éléments spécifiques au manque d'eau. La gestion intégrée de l'eau devient plus critique que jamais. Une gestion concertée des barrages publics et privés devient essentielle afin de réduire la vulnérabilité du territoire. Ça serait tellement intéressant. Les mesures d'économie d'eau potable qui deviennent essentielles, ça devrait l'être dès aujourd'hui. Ma petite part d'éditorial. Le débat sur la tarification de l'eau est réactivé. Et puis, pour terminer, un modèle prédictif d'étiage similaire à infiltré pour le manque d'eau pourrait être mis en place. Ça complète ma section. Je laisse Laurent compléter avec la dernière section. C'est Daniel. C'est juste moi qui ai angoissé. Mais c'est ça, aussi surprenant que ça puisse paraître. Honnêtement, nous aussi, on lit ça et on dit, ouais, surtout qu'on est habitué d'avoir tous des modèles quasiment physiques qui nous décrivent des conséquences. Là, on n'est pas là-dedans. Là. Mais c'est des choses, c'est des conséquences que les acteurs locaux nous disent, oui, c'est tout à fait possible que ces conséquences-là se produisent dans l'événement qu'on a simulé ensemble. Donc, c'est important de le rappeler quand même. Donc.
Ça a été toute une aventure cascade, puis notamment au niveau des trames narratives. On a fait quand même un retour avec les acteurs après l'atelier pour comprendre est-ce qu'ils ont apprécié l'utilisation des trames narratives, est-ce que c'était utile. Peut-être 3 éléments importants. On savait, mais ça a été confirmé par les acteurs. Ça permet vraiment de rendre concret et tangible les perturbations climatiques à venir. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire un scénario plus 3 degrés? Comment ça va se manifester dans des événements concrets? Donc ça a été une réussite à ce niveau-là. Ça a permis aussi de faire le lien entre le changement dans les conditions climatiques et hydroclimatiques et les impacts sur le territoire, les conséquences qu'on a évoquées depuis le début. Puis c'était comme un bon lieu, si on veut, imaginaire, pour développer des réflexes d'adaptation. D'ailleurs, on a présenté plusieurs, mais c'est des discussions qui ont émergé suite aux ateliers, où on s'est dit justement dans le post-mortem, ben, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour faire face à ce type d'événement-là. Puis c'est très concret, on n'est pas sur des graphiques, on est vraiment dans un événement. La ville était capable de savoir, OK, ben moi, si je veux faire face à ce type de débit en rivière, je dois trouver une source d'eau alternative, par exemple. C'était très concret pour prendre des décisions d'adaptation. Donc, ça a été vraiment utile et reconnu par les acteurs. Les limites. Donc, c'est une approche qui est encore peu connue et peu utilisée au Québec. Puis en fait, même nous, ça a été comme tout un apprentissage. Puis on a comme navigué en eau trouble, si on veut, avec la terminologie. D'ailleurs, on a utilisé plein de termes différents. Dans d'autres trames narratives, on a fait des récits territoriaux, des fois on parlait de scénarios. Donc, il a fallu, on a parlé d'événements aussi, donc il a fallu comme un peu se faire un genre de lexique pour nous pouvoir bien parler, dans le fond, aux participants, puis leur expliquer c'était quoi qu'on était en train de faire. Donc ça, il y a comme tout un apprentissage, disons, dans la culture commune pour développer un langage commun sur ce type d'exercice-là. Donc, on appelle ça la souplesse, mais c'est-à-dire, on est dans une zone qui n'est pas traditionnelle au niveau scientifique. Donc, des fois, même notamment certains lecteurs de notre rapport dans le comité de suivi ont un peu été choqués par des interprétations de notre atelier puis des conséquences qui ont été évoquées dans le rapport parce que ça venait pas justement d'un modèle physique avec des seuils, etc., etc. Et donc, il y a cette souplesse-là à apprendre de dire, OK, ben, d'avoir ce double regard-là, c'est aussi possible quand on n'a pas les modèles, disons, physiques pour pouvoir se rendre jusqu'au bout des conséquences. Donc, ça, c'est une limite, mais en même temps, c'est un apprentissage, selon moi. Puis, un peu dans la même veine, on travaillait avec la scénarisation, notamment de Gabriel au niveau hydroclimatique. Même au niveau socio-économique, on a fait des projections sur les besoins en eau. Fait qu'on avait comme une part comme scientifique quand même complexe, puis beaucoup de modèles. Puis de l'autre côté, on avait justement des anecdotes, des récits, des mémoires de qu'est-ce qui avait été vécu en 2021, puis d'amener ça à un même niveau d'information, puis un langage commun. Là aussi, c'est pas une limite, mais c'était quand même un défi important de raconter une histoire à un même niveau avec toute cette complexité-là d'information. Un des éléments qu'on nous avait demandé, c'était aussi des pistes de recherche. Comme je l'ai dit, le projet Cascade, ça se voulait un projet de défrichage aussi. Donc, je vais tout les mettre. Ça a 3 niveaux. Je ne parlerai pas de toutes ces pistes de recherche-là, mais peut-être un par grand thème. Au niveau des écosystèmes, au fur et à mesure qu'on a progressé dans le projet, l'effet sur la variation du pH, c'était comme un peu un angle mort qu'on avait. Puis c'est quelqu'un sur le comité de suivi, d'ailleurs, qui nous l'a évoqué. Les déficits en eau pourraient mener à un changement dans le pH de nos cours d'eau. Puis on ne sait pas trop les conséquences de ce type d'évolution chimique, si on veut. Et donc, je m'arrête là parce que c'est clairement les limites de mes compétences, mais Diane pourrait vous en donner plus. Au niveau des usages, ben, on a parlé à plusieurs personnes, notamment le secteur industriel, puis on a malheureusement très peu d'informations sur le secteur industriel. Puis en fin de compte, on s'est rendu compte qu'eux aussi, ils étaient très peu préparés. Ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui s'en venait non plus. Et donc, il y a comme nécessairement un besoin d'aller creuser davantage quels seraient les impacts possibles pour le secteur industriel. Parce que c'est un angle mort, définitivement. Là. Donc, on n'a pas pu se rendre extrêmement loin à ce niveau-là avec les acteurs industriels parce qu'ils ne savaient pas trop à quoi ça. Donc, contrairement au milieu municipal qui était, somme toute, relativement
outillés et bien préparés, comprenaient un peu les tenants et aboutissants de ce type de scénario. Au niveau de la santé, ben, on a parlé des puits privés. C'est ça, il y avait un projet, je pense, en Montérégie, si je ne me trompe pas, sur la qualité de l'eau dans les puits privés, la santé des populations, au niveau surtout des maladies gastro-intestinales. Donc, ça reste un angle mort pour nous. On ne savait pas trop jusqu'où ça pouvait aller, la dégradation, si on veut, de la qualité et des impacts sur la santé. Donc, voilà. Dernière slide. On va finir là-dessus, après on va avoir une période de questions, mais en fait, on voulait un peu amener à l'action avec le projet. Je pense qu'il y a comme une base pour aller de l'avant sur cette thématique-là, qui est encore un peu nouvelle quand même là, pour plusieurs acteurs, mais il y a comme 5 grands chantiers que nous, on considère intéressants pour la suite. Ben, on a travaillé sur 2 bassins versants, donc il en reste 38. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, puis c'est pas nécessairement de nous, là, c'est vraiment les acteurs locaux. Une fois qu'on a fini les ateliers, on dit, ben, il y en a certains qui nous ont même demandé de dire, est-ce que ce serait possible de venir faire ce même type d'atelier-là sur notre territoire avec, par exemple, les acteurs MRC, avec leur municipalité pour les sensibiliser au type d'événements qui pourraient se produire dans les prochaines décennies. Donc, il y a vraiment une opportunité, je pense, d'élargir, si on veut, la couverture disons, territoriale de ce type d'approche-là. Deuxièmement, structurer l'allocation équitable et durable de l'eau en période d'étiage. Il y a un projet en ce moment dans le centre du Québec à cet effet-là. Donc, ils vont tester des mécanismes de limitation des prélèvements pour les grands préleveurs en période de manque d'eau sévère. Ceci dit, dans d'autres juridictions, en Ontario ou en France, ils ont des mécanismes plus déjà formalisés avec des seuils de déclenchement. Je pense qu'on se dirige vers ça au Québec. On n'est pas là, mais définitivement, il faut progresser vers ce type de mécanisme. Renforcer la gouvernance de l'eau. Je pense que tous les acteurs qui étaient là se demandaient, mais c'est qui allait prendre les décisions dans les événements qu'on simulait. Donc, ça, il y a clairement un besoin de penser la gouvernance, notamment lorsqu'il y a des événements comme ça qui se produisent. Qui va décider quel acteur va avoir accès à l'eau, par exemple, si on doit limiter. Au niveau des mesures d'urgence, je l'ai mentionné tantôt, mais les acteurs municipaux étaient somme toute sensibilisés, où il y avait des plans de mesures d'urgence qui pouvaient être quand même facilement adaptés. Et d'ailleurs, les simulations ont vraiment servi, notamment à Saint-Jérôme, de dire, OK, ben maintenant, on sait à quoi on doit s'attendre, fait qu'on peut venir faire les ajustements dans nos plans de mesures d'urgence. Mais il y a d'autres acteurs, notamment au niveau industriel, qui n'avaient pas ce type d'outil-là. Et définitivement, il y a des travaux à faire à ce niveau-là pour développer de la planification au niveau des mesures d'urgence en lien avec des événements de manque d'eau. Puis, ben, ça nous a renforcé le point qu'on connaît tous ici, là, mais je pense qu'on a une vision biaisée sur la ressource en eau au Québec, donc au niveau de son abondance notamment. Puis, au-delà des conséquences qu'on a projetées, on voit dans les dernières années plusieurs régions qui ont des problématiques de manque d'eau qui deviennent plus sévères. Donc, je pense que nécessairement une culture de l'eau à changer pour, disons, sensibiliser les gens à la rareté de la ressource, notamment en été. Et donc, comme on mentionnait tantôt, la question de la tarification a réémergé dans nos ateliers. Est-ce que ça passe par là? Je ne sais pas, mais il y a définitivement un besoin de changer un peu notre vision collective sur la valeur de l'eau au Québec pour la protéger et réduire notre consommation, notamment lors des épisodes de manque d'eau. Donc, ça fait le tour de la présentation. J'espère que vous avez apprécié. On est là pour les questions. Merci beaucoup à l'équipe. On va prendre une période de questions. Donc, il y a la possibilité d'envoyer vos questions en ligne, mais puis de poser des questions dans la salle. Donc, je commencerai peut-être par la salle, puis après, posez vos questions en ligne. Je vois qu'il y en a une, je les prendrai au fur et à mesure. Hélène? Ben, merci pour cette passionnante présentation. Ma question, c'est n'importe qui de vous trois peut répondre. C'est en voyant le cas un peu plus de la rivière du Nord, où c'est quand même un secteur où il y a de la villégiature, des résidences secondaires, et aussi chaque municipalité a ses quartiers cossus et ceux qui le sont moins. Dans les discussions, puis dans les épisodes passés, est-ce que
Est-ce il y a des secteurs qui ont été davantage impactés au dépend de d'autres? Puis quand les mesures de restriction s'appliquent, est-ce qu'il y en a qui sont indûment défavorisés? Puis est-ce que ça a ressorti dans les, dans les discussions? Vas-y. Ben, pour Rivière-du-Nord, en fait, il faut comprendre que dans le passé, les épisodes les ont. Est-ce peut-être venir, je ne sais pas si on vous entend bien quand vous êtes assis, donc je vous inviterai à venir là. Je veux être sûre que tout le monde entend bien. Donc, dans le cas de la Rivière-du-Nord, pour les épisodes passés, les épisodes ont eu vraiment peu de conséquences. Donc, on avait vite fait le tour. Là, quand on a fait les entretiens, là, c'était difficile pour les intervenants d'aller identifier, ah oui, celui-là, il y a eu telle conséquence. Des fois, les gens étaient plus familiers, par exemple, avec des conséquences qui avaient été ailleurs, par exemple, plus dans le cas dans la région de montagne. Donc, pour les épisodes passés, pour ce territoire-là, peu de conséquences. Au niveau de la localisation un peu plus précise, on n'a pas pu rentrer dans ce fin détail-là. On parle, c'est vraiment l'atelier de 90 minutes dans lequel on s'est vraiment plongé. Donc, on n'a pas été en mesure de vraiment cibler. Puis même, en fait, c'est une autre des limites parce qu'on couvrait un territoire très large, mais avec une douzaine de participants, ça reste difficile de vraiment couvrir de façon assez complète un territoire aussi large. Je pense que c'est un exercice qu'on aurait pu faire dans au moins 10 localités sur le territoire, là. Évidemment, le projet n'avait pas ces moyens-là, mais ça aurait pu être pertinent, puis on aurait pu avoir de la valeur ajoutée, des éléments additionnels de cette nature-là. Je pense que si on l'avait fait à plus d'un endroit. Laurent, voulais-tu compléter? Ben, j'ai comme un vague souvenir, il faudrait retourner dans les notes, mais je sais qu'il y avait eu, en fait, leur problématique en 2021 à Saint-Jérôme, surtout. En fait, on s'est surtout concentré sur Saint-Jérôme. En fin de compte, c'est que la demande était trop élevée, fait que ça a dépassé la capacité de production de l'usine. Puis à ce moment-là, ils ont dû mettre des restrictions. C'était pas tant qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la rivière. Puis j'ai comme souvenir qu'il y avait un quartier, effectivement, qui avait un plus cossu, qui avait des sprinklers automatiques, puis genre un paquet d'équipements d'irrigation où ils ont dû intervenir pour limiter la consommation à ce niveau-là, mais c'était vraiment pour baisser la demande parce que la demande était supérieure à la capacité de l'usine. Ouais. Merci. Je vais prendre une question en ligne. Quelqu'un qui demande si vous avez effectué une revue de la littérature scientifique sur les effets possibles à la santé en lien avec les conséquences d'un manque d'eau ou si c'était axé sur la littérature grise. Sur ce volet-là, c'était pas une revue exhaustive de la littérature scientifique, donc davantage littérature grise, mais il y avait eu notamment le gros projet là, de recherche de compilation du gouvernement du Canada qui a été fait là, sur la santé et les changements climatiques. Donc, dans ce gros rapport-là qui regarde les liens entre différents aléas et la santé, il y a vraiment une section sur le volet manque d'eau. Et donc, l'information qu'on retrouve dans Cascade a été fortement tirée de cette grosse publication-là du gouvernement du Canada. Je vais prendre une autre question en ligne et puis après, je viendrai là. Qui a fait exactement l'animation avec la trame narrative? En fait, comment on a fonctionné? C'était vraiment Laurent qui s'occupait de monter la trame narrative, donc vraiment le contenu. Puis ensuite, ben nous, chez AGECO, on fait vraiment souvent des animations là, dans le cadre notamment de planification sectorielle, des prospectives et tout ça. Donc, on a différents outils d'animation, puis on a développé un guide d'animation. Je ne vais pas trop m'étendre, mais un outil qu'on a vraiment testé, c'est la première fois qu'on utilisait l'outil d'animation, puis c'est tiré de Communagir. Peut-être que certains d'entre vous connaissez la boîte à outils. Et ça s'appelle le Fishbowl. Donc, pour l'atelier d'approfondissement des connaissances, on amenait les gens, en fait, dans un petit cercle avec des gens de différents horizons. Et là, on avait également un deuxième cercle qui permettait à ces gens-là aussi de se joindre à la conversation en temps réel. Donc, ça faisait quand même un petit lieu assez intime pour approfondir, avoir une discussion. Puis ça a quand même très bien fonctionné là, sur les deux territoires. Donc, cette formule-là à refaire là, pour ce type d'études-là. Merci. Alain? Merci pour la super présentation. D'autant plus que ma famille a un chalet familial à Val-David, juste avant la commence, je vois concrètement. D'ailleurs, le petit truc à Val-David de canot, là, je pense que l'année dernière, là, on opéré pendant une couple de semaines. Mais ma question, c'est autour de la participation lorsque c'était le temps d'évaluer les chaînes de conséquences. Là. Parce que vous avez fait une liste d'organisations, mais on comprend que derrière ça, c'était un individu. Oui.
Là, je me demandais qu'est-ce que c'était la sensibilité des conclusions à seulement avoir un individu. Je veux dire, tu aurais très bien pu avoir peut-être un individu ou un autre individu qui aurait à la limite dit eu une interprétation potentiellement différente et potentielle des conséquences. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez discuté des scénarios où les rivières pourraient devenir des rivières intermittentes, tu sais, comme on en a en Europe, c'est-à-dire pendant 2 mois dans l'année, ou un mois, disons un mois, commençons par un mois, où il n'y a plus de rivière. Parce que la rivière du Nord, là, l'année passée, honnêtement, on n'était pas loin de tout dans la rivière. Fait que je me demandais si ça Je vais avait. peut-être prendre la première, puis tu prends la deuxième. Sur ta première question, en fait, ce qu'on a constaté, c'est d'abord, les intervenants, souvent, n'avaient pas tant de connaissances, puis c'était vraiment sur le spot que puis en fait, dans les échanges, là, vraiment, que là, certaines conséquences avec. C'était en mettant différents acteurs ensemble que là, il y avait une meilleure compréhension pour l'approfondissement. Puis là, il faut comprendre aussi que nous, on faisait, dans la trame narrative, on ne partait pas seulement avec un scénario, on leur amenait quand même un premier niveau de conséquences avec tout ce qui avait été bâti dans Cascade phase 1. Et là, c'est à partir de ça que les autres filons, en fait, de conséquences, on peut être approfondis. Là où on a quand même, avec 2 territoires, il y a quand même des éléments qui sont ressortis communs sur les 2 territoires. Donc, évidemment, on n'a pas fait 15 territoires, mais on se dit, OK, il y a quand même, par exemple, la question de la baisse de pression, on peut se douter que c'est quand même, ça risque d'être le cas sur plus d'un territoire. La même chose pour les avis d'ébullition. Donc, il y a plusieurs de ces conséquences-là qui, finalement, on se dit, si elles se manifesteraient là, il y a quand même une certaine généralité dans cette conséquence-là. Mais effectivement, le choix des acteurs fait en sorte que c'est fort probable qu'il y a des conséquences qu'on n'a peut-être pas réussi à faire émerger puis qui pourraient se produire. Absolument. Je pense qu'on avait des acteurs très informés au début de la chaîne de conséquences. Mettons, on avait des opérateurs d'usine, fait que, on lui donnait un débit, puis il était capable de dire c'était quoi les implications sur son traitement. Mais plus on progresse dans la chaîne, on parle de cohésion sociale, le monde sont fâchés parce que les prisonniers ont de l'eau, mais là, on est d'accord que c'est pas sûr que ça va se passer. Comme ça. Mais en amont, si on veut, de la chaîne, c'était quand même des acteurs qui étaient très opérationnels, puis qu'on a assez confiance que même si c'était un représentant, c'est assez. Puis en fait, c'est que l'approche a vraiment illustré l'importance dans une discussion comme ça d'avoir une pluralité de perspectives. C'était vraiment dans cette pluralité-là que là, il y a des connexions qui ne seraient pas fait autrement. Là, vraiment, à la fin des 2 ateliers, les gens, ils se disent, OK, on en redemande, il faut qu'on fasse ça pour d'autres aléas. Donc, il y a un souhait là, de. Pour la deuxième question, peut-être rapidement, Gabriel pourrait mieux répondre, mais on n'avait pas de. Dans le fond, c'était pas un scénario qui était possible, je pense, d'avoir vraiment pas de débit. Dans le scénario qu'on avait, là où on a été chercher des débits qui étaient à 3 stations dans le territoire, ça ne tombait pas à 0 dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des événements pires qu'on pourrait trouver en fouillant dans la place automatique, par exemple, peut-être, mais pas pour ce qu'on a compris. Sur la Nicolette, il y a comme le réservoir Baudet. À ce moment-là, c'est possible que genre l'eau qu'ils ont besoin, en sorte que genre ils gardent toute l'eau, puis il y a comme une section de la Pustrode, justement, qui est à sec. On a un bout de temps, mais ça serait comme juste un bout de rideau. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des questions dans la salle, mais je vais prendre la dernière en ligne. Vous pourrez discuter avec. Il y a quelqu'un qui pose la question sur les solutions nature. Est-ce que des solutions basées sur la nature qui ont été. Est-ce qu'il y en a qui ont été mentionnées? Bien, le projet vraiment visait à documenter les conséquences. Donc, on avait un petit atelier à la fin là, sur la gestion, mais le volet toute solution d'adaptation, on n'avait pas l'ampleur ici pour vraiment s'y fâcher, mais c'est un excellent point là, dans les solutions d'adaptation. C'est clair qu'il y a des pistes au niveau des solutions nature. Hein. Puis la dernière, ça sera pour toi, Philippe. Oui, ben moi, ma question, c'est en lien avec les storylines. Donc, une fois que vous êtes habitué à ce framework-là, est-ce que vous trouviez que c'était plus facile à utiliser que les approches plus standards? Et puis, pour les participants, est-ce que vous avez senti qu'ils sont partis de là avec l'idée de sensibiliser au changement climatique? Qu'ils comprennent un peu plus les conséquences qu'ils attendaient pas ça? Ben, pour moi, personnellement, comme chercheur ou analyste, dans le fond, c'était relativement la même chose. Parce que c'était quand même, comment je dirais ça, on avait plusieurs quand même scénarios avec lesquels on a travaillé, puis je devais manipuler quand même beaucoup de données. Mais après ça, je pense pour les utilisateurs finaux,
c'était beaucoup plus simple de se retrouver là-dedans puis de faire quelque chose avec des projections concrètes pour eux, là. C'était vraiment opérationnel pour plusieurs. Tu sais, même, mettons, on parlait canot-kayak, tu en parlais à l'Inde. Mais on était capable de dire le nombre de jours, justement, qu'on ne pouvait pas faire de canot-kayak dans le scénario. Fait que c'était comme très utilisable, si on veut, comme données. Il faut mettre fin, malheureusement. Vous pouvez poursuivre la discussion dans la salle. Merci à l'équipe, merci aux gens qui ont participé en ligne, aux gens qui sont dans la salle. Et puis, pour ceux qui suivent le prochain webinaire, il faut vous connecter avec un autre lien. Merci. Merci.